l'humanité, on est là depuis 250 000 ans, et puis là, en 2023, ou dans les 15 ans qu'on a devant nous, on est vraiment à la croisée d'un chemin qui, qui a commencé à 250 000 ans sur Terre. Bonjour Jean-Baptiste Bausson. Bonjour. Alors vous êtes donc glaciologue entre autres. C'est aujourd'hui la journée mondiale du climat, ce vendredi 8 décembre. Alors pendant ce temps-là, il y a la COP28 qui continue à Dubaï, ce qui veut dire qu'en ce moment, on entend énormément parler du climat. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire à ce sujet qui n'ont pas été dites? C'est une bonne question ça. Je pense que tout est sur la table aujourd'hui. Ce qui manque, c'est l'écoute. On peut dire les choses tant qu'on veut et crier dans le désert, et ce qui manque, enfin, le gros challenge des années qui arrivent devant nous, de la décennie devant nous, c'est pas tellement produire de la science et montrer l'urgence, montrer, parce que tout est déjà sur la table. C'est vraiment comment la science percole dans la société et comment on fait politique à partir de ça. Ça veut dire comment on réagit collectivement. Et là, pour le coup, on n'est vraiment pas du tout à la hauteur de l'enjeu dans les territoires, au niveau national, au niveau international. Et donc, le gros enjeu, il est là. Donc, oui, il n'y a pas grand-chose à dire de nouveau. Enfin, je pense qu'on peut toujours avancer un petit peu dans la connaissance, mais le challenge, il n'est pas là. Et par contre, non. Le gros enjeu, c'est comment tout ça se percole, on crée des vrais projets de transition, voilà, on se met à la hauteur du défi qui est juste le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, la crise environnementale actuelle. Donc le climat, mais aussi la biodiversité, le cycle de l'eau douce, tout ça, euh, on continue à faire comme si c'était un épiphénomène. On pouvait vivre sans, enfin, on commence à en pâtir, mais non, c'est juste le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, on a les prémices et c'est déjà catastrophique. Ça s'intensifie, ça va s'intensifier. La Terre, dans les prochaines années et décennies, elle va être, les conditions de vie vont être beaucoup plus compliquées. Et c'est maintenant qu'on peut vraiment limiter ça, retrouver une nouvelle relation à la nature, rééquilibrer, atténuer notre impact sur le climat, etc. Et voilà, et c'est ça le challenge. Hein. C'est pas comment dire, c'est pas un épiphénomène où on choisit on traite la question ou pas, et puis peut-être si c'est pas nous, ce sera peut-être dans 20 ans. Non, c'est pas ça le challenge. Justement, Jean-Baptiste Bausson, on a l'impression que malgré toutes les études, malgré toutes les prises de parole, rien ne change. Par exemple, on estime que d'ici à 2060, le nombre de déchets plastiques va tripler, les émissions de carbone vont continuer aussi à augmenter. La limite du réchauffement à 1,5 degré, elle a déjà été atteinte dans certaines zones, elle pourrait même atteindre dans le monde dès 2030. Est-ce- face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Euh, je pense en tout cas, ça montre un échec actuel. En fait, ce que disent les scientifiques ou ce qu'on produit nous aujourd'hui, c'est pas nouveau. En fait, on affine, on maîtrise beaucoup mieux les processus, les ordres de grandeur, les chiffres, etc. Mais en fait, on le sait depuis longtemps. Donc déjà, je pense que c'est la première faillite, entre guillemets. Peut-être que le mot il est un peu fort, mais vu la gravité de la situation, je pense qu'on peut dire il est dans la communication scientifique sur comment, en fait, on reste largement inaudible. Et pourquoi? Et je pense qu'il y a un immense challenge euh, chez nous, dans le monde de la connaissance, sur comment on essaie de changer ça. Et évidemment, la faillite, le miroir de ça, c'est aussi la société en général, les secteurs économiques, mais aussi les secteurs politiques, mais aussi les citoyens dans leur ensemble qui ne veulent pas entendre. C'est aussi volontaire, hein, ou qui préfèrent entendre des gens qui disent n'importe quoi, euh, qui vont lire des climato-sceptiques et lire des gens voilà, qui transforment vraiment la vérité et la réalité. Donc la première chose, c'est retrouver une société saine, internationale ou déjà nationale, c'est pas mal, ou même locale, en fait, où on ne confond pas les faits scientifiques, les faits, la vérité, et puis des opinions. C'est pas une histoire d'opinion, là, c'est pas on est d'accord, pas d'accord, on n'y croit pas, c'est que c'est des faits. Ça, c'est la première chose, et je pense qu'il y a beaucoup de boulot là-dessus, hein. Vu la montée des extrêmes droites, vu la montée des populismes, y compris dans nos régions de montagne, ben, il faut remettre l'église au milieu du village, ou alors on fait pas société, ou alors on est en dictature, ou alors bah, on va avoir des comptes à rendre aux générations futures, et les décideurs actuels et futurs, ils auront des comptes à rendre. Parce que on aura délibérément refusé d'écouter, refusé d'entendre et refusé de réagir. Et nous, on n'est pas là-dedans, on essaie justement de dire comment nous, en tant que scientifiques, on peut rendre les choses audibles, ça veut dire améliorer la communication, euh, passer des messages assez évidents, voilà, améliorer la manière dont on visualise les choses,
après, il faut aussi que la société, elle soit à la hauteur du défi. C'est des deux côtés, on va dire. Et que l'écoute, elle soit en face qu'il y ait une volonté d'écoute, de comprendre et puis de voir que c'est un challenge compliqué, très difficile à relever. Mais en même temps, enfin, moi, je porte vraiment ce message et j'en suis persuadé, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. C'est si on le relève, ce défi, on va vraiment en sortir collectivement par le haut. C'est-à-dire qu'on pourrait dire très, très schématiquement, très grossièrement, l'humanité, on est là depuis 250 000 ans, et puis là, en 2023, ou dans les 15 ans qu'on a devant nous, on est vraiment à la croisée d'un chemin qui, qui a commencé à 250 000 ans sur Terre. Soit ce chemin, il aboutit à une impasse pour nous et pour le vivant actuel, ou une grande partie du vivant sur Terre, et on continue à générer la 6e extinction de masse, on continue à modifier le climat à des degrés qui sont irréversibles, et en plus qui sont complètement inconnus pour nous dans notre histoire de 250 000 ans. Là, on arrive aux limites maximales, par exemple, des températures globales sur Terre, de la chaleur qu'on a connue, nous, sapiens. Donc, on va vers un truc qui est complètement inconnu sur l'évolution de notre planète, des écosystèmes, la réponse du vivant, la biodiversité, etc., de l'eau. Donc ça, c'est le scénario qui n'est pas c'est pas une très belle histoire à raconter. Puis nos enfants, là-dedans, ils vont nous en vouloir de les mettre dans cette histoire et de voir qu'en plus, on savait, mais on n'a rien fait. Voilà. Donc on a fait semblant de faire. On a fait parce que moi, j'aime bien une philosophe qui s'appelle Cynthia Fleury qui parle du faux changement. On fait comme si on faisait, mais on ne fait pas vraiment. Et puis, l'autre coup de volant qu'on peut mettre dans l'autre sens, c'est le coup de volant de la responsabilisation globale de Sapiens, qui enfin prend conscience de son impact, de son empreinte, et qui enfin comprend que cette trajectoire, elle n'est pas durable du tout, telle qu'elle est aujourd'hui. Et la seule qui est durable, elle passe par une refonte en profondeur, une réinvention du rapport homme-nature et du rapport entre les hommes. C'est-à-dire mieux respecter l'altérité, les autres êtres humains sur Terre, mieux partager les richesses, arrêter d'exploiter une partie de la planète et prendre des richesses à un endroit A pour en profiter dans l'endroit B. Hein. Voilà, mieux respecter le non-humain, le vivant, le non-vivant aussi. Moi, je travaille sur la protection des glaciers et les glaciers, de mieux respecter les fleuves, les glaciers, les lacs sans lesquels en fait on ne peut pas boire, hein, on ne peut pas vivre. Donc comment et si on arrive à ça, je pense que là, dans l'histoire de Sapiens, on a une sacrée pas en avant. Hein. On vivra mieux, on sera heureux, je pense, on sera plus solidaire entre nous et avec le non-humain. Et moi, je porte vraiment ça, ça rend très heureux hein, de protéger la nature, de connaître la nature, d'en prendre soin, de participer à cette magie, d'être... voilà, moi j'étais avant-hier dans la nature, dans la neige, là tout seul, dans une balade, et je me disais, mais quelle féerie, quelle joie d'être là. Et en fait, on fait partie de la fête de la nature. On est invité, on en fait totalement partie, à condition qu'on ne détruise pas et qu'on connaisse et qu'on respecte. Mais quel bonheur, ça, voilà, d'être dans la nature et émerveillé par des arbres sous la neige, enfin, je sais pas, il y avait des citelles torche-peau, des petits passereaux à côté de moi. Ça rend foncièrement heureux. Et je crois que c'est peut-être, voilà, moi, c'est vraiment l'écologie que je porte, qui est une écologie ambitieuse sur la réaction face aux enjeux actuels, mais en fait qui mène vers le bonheur et qui est la seule durable et qui est la seule main tendue possible qu'on peut avoir vers les générations futures. Alors Jean-Baptiste Besson le disait, hein, vous êtes donc glaciologue, mais aussi chargé d'expertise scientifique à Asters, qui est le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie, et puis membre du Conseil national pour la protection de la nature. En quoi consistent tous ces postes? Il consiste à, d'une part, essayer de développer un tout petit peu la connaissance sur la montagne et sa réponse notamment au changement climatique, mais surtout, dans toutes mes missions, moi, ce qui m'incombe vraiment, mais ça rejoint le début de notre conversation, c'est comment en fait, l'enjeu, il n'est pas de connaissance. Moi, je ne cherche pas à lever des fonds, à monter des projets de recherche à l'infini pour aller explorer telle zone dans le Mont Blanc ou en Patagonie ou je ne sais pas où. L'enjeu, il n'est pas de connaissance. L'enjeu, il est d'un récit de l'émerveillement. Donc, de générer cette science qui nous permet de nous émerveiller encore plus des glaciers, encore plus de la montagne, des forêts, des lacs, des torrents, et qui nous donne envie de les protéger. Et en fait, moi, mon engagement, il est vraiment un pied de chaque côté, un pied dans cette science qu'on espère au plus haut niveau. Hein. En tout cas, on essaie de s'y confronter. Et puis, on a publié dans Nature, c'était cette année le seul article de Nature sur les glaciers dans le monde. Hein. Donc, on essaye d'être au plus haut niveau, donc d'être sérieux dans la connaissance qu'on déploie, mais elle sert en fait à l'émerveillement et elle sert surtout, sur mon autre pied, à essayer d'accompagner les territoires, les acteurs, les citoyens,
les acteurs économiques, les décideurs politiques sur une meilleure considération et in fine protection de la nature. Et donc, voilà, je travaille moi aujourd'hui pour une association qui est le ASTER, le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie. J'ai été nommé par le gouvernement, par le ministère au Conseil national de la protection de la nature. Voilà, c'est maintenant comment cette connaissance, on s'en sert pour bouger l'État sur la politique de protection de la nature ou pour accompagner les territoires très, très constructivement. Hein. Moi, je ne suis pas en conflit. Moi, je ne crois pas au conflit. Ce n'est pas le conflit qui va nous sortir de ça. C'est comment on co-construit quelque chose où on a tous notre rôle. Peut-être des activités qui ne sont pas durables qu'il va falloir arrêter, mais comment on les transforme, comment on donne un rôle à tous les citoyens dans cette réinvention, comme je disais, du rapport homme-nature, où on a tous notre place et on peut, voilà, on peut tous prendre soin demain de la nature autour de chez nous, des écosystèmes qu'il y a dans un rayon de 5 km autour de chez nous. Il y a plein de choses extraordinaires, souvent on sous-estime ou on les méconnaît. Comment on apprend à les connaître, comment on en devient nous-mêmes les gardiens, parce qu'en fait, on ne peut pas vivre sans ça, et aussi que ça rend heureux. Alors Jean-Baptiste Besson, vous, votre cheval de bataille, si je dirais, c'est la protection des glaciers. Forcément, vous êtes un Haut-Savoyard, vous vivez en Haute-Savoie. Vous êtes donc l'un des spécialistes français sur la question. Vous avez donné ce cycle de conférences Make the Glacier Great Again. Vous avez signé aux côtés d'Heidi Sevestre, de Camille Etienne ou encore de Cyril Dion la pétition pour appeler les politiques à protéger les glaciers. Pourtant, ce ne sont pas les seules conséquences sur le milieu montagnard du dérèglement climatique. Pourquoi une telle mobilisation sur les glaciers? Est-ce que c'est symbolique ou est-ce qu'il y a au-delà de ça? Il y a deux choses. Je pense que la première chose, c'est peut-être, enfin non pas la première, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a le symbole, ça c'est évident. Moi, j'ai commencé mon parcours comment dire, post-bac en Sciences Po. Et en fait, j'ai été vraiment attiré par les glaciers. En fait, je crois que pour moi, les glaciers sont d'abord un objet politique avant d'être un objet de la nature ou un objet de, comment dire, une construction sociale. Hein. C'est qu'est-ce qu'on y voit à travers ce gros tas de masse de neige et surtout de glace. Et en fait, donc, c'est un levier incroyable aujourd'hui, en 2023, pour comprendre les enjeux du climat et de réagir. Et un bon exemple de ça, c'est en Suisse. Moi, je suis moitié suisse et l'année passée, on a voté, on a réussi, enfin cette année, on a voté l'initiative pour les glaciers. Et là où la Suisse, depuis 2015, donc depuis 8 ans, ne respectait pas non plus les engagements climatiques, comme la France malheureusement. Et quand on a dû voter une loi CO2, on l'a perdu en Suisse. Donc quand on a dû voter pour respecter l'accord de Paris, on a perdu. Et par contre, on a fait une initiative pour protéger les glaciers. Donc, on a juste demandé ça au peuple, dont moi, on avait juste à cette question à répondre, voulez-vous, oui ou non, sauver les glaciers de la Suisse? Et là, on a gagné. Et grâce à ça, on a mis l'accord de Paris dans la Constitution. Et grâce à ça, la Suisse va s'engager enfin sur la voie de la responsabilité sur la question. Et donc, ça montre, c'est ce que je dis, cet incroyable objet politique que sont les glaciers qui nous émerveillent tant, qui nous font peur, mais qui nous font rêver aussi et qui nous attirent et donc moi je dis souvent ça, les glaciers sur la question du climat, peut-être qu'aujourd'hui sur Terre, ou en tout cas dans les territoires de montagne, c'est nos meilleurs alliés pour comprendre et agir. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième, C'est très visuel, il y a peut-être ça aussi. ouais exactement, je ne sais plus quel glaciologue disait ça, mais ils rendent visible l'invisible. En fait le changement climatique c'est allez cette année ça va être 1,3 degré par rapport à la moyenne pré-industrielle. Si on vous dit ça et dans votre studio ou les gens dans leur voiture ou ailleurs, ils le ressentiront à peine avec leur épiderme ou même pas. Par contre, pour un glacier, 1,3 degré, pour les glaciers alpins ou juste le signal qui est envoyé depuis 1850, c'est 70 à 80% du volume initial qui est en train de disparaître. Donc, vous voyez juste, c'est hyper sensible comme objet. Donc, grâce à ça, on se prend une bonne petite claque. Grâce à ça, j'espère qu'on a envie d'agir et qu'on a envie de protéger ce qui reste. Puis oui, le deuxième point, c'est qu'en fait, on s'en rend pas assez compte, mais ils sont fondamentaux dans notre vie à tous les jours, à chaque seconde, y compris si vous vivez au Bangladesh ou si vous vivez au cœur de l'Australie, ou y compris à... Et donc, en fait, les glaciers, ils couvrent 10% des terres émergées de la planète. Les glaciers de calotte, ils influencent le climat parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils renvoient beaucoup de rayonnement solaire, parce qu'ils produisent de l'eau fraîche, de l'air frais, etc. Ils influencent le niveau des océans, ils influencent le niveau des rivières, le fait que dans la vallée de l'Arve, il y a un petit peu moins de crue en hiver qu'il y aurait normalement, et surtout beaucoup plus d'eau qu'il y aurait en été s'il n'y avait pas les glaciers, on leur doit ça. Donc on leur doit notre prospérité. Hein. L'homme, il a été s'agglutiner dans la vallée de l'Arve. On fait aujourd'hui de l'industrie à très haut niveau, en partie grâce à l'eau des glaciers. Et sans de l'eau des glaciers, il y a beaucoup moins d'eau en été, il faut partager, et peut-être que ça finit pas dans l'industrie. Donc,
En tout cas, on leur doit beaucoup. Et donc, nous, on essaie vraiment de dire ça, c'est nos alliés et il faut qu'on les protège. Et ils peuvent aussi nous donner vraiment des solutions face aux défis à venir. Et alors, c'est un enjeu tellement important que vous avez vous-même développé le programme Ice and Life, qui est dédié justement aux glaciers et aux nombreuses conséquences de leur fonte. Ça consiste en quoi ce programme? Alors, c'est un programme vraiment qui est à l'interface entre la science et la protection de la nature, mais le vrai but, c'est la protection de la nature et notamment des glaciers et des écosystèmes qui leur succèdent. En fait, on travaille vraiment sur cette mutation qui est en train de survenir en haute montagne où malheureusement les glaciers fondent. Un des messages clés, ce qu'on essaie de développer comme connaissance, c'est montrer à quel point, si on arrive à appliquer l'accord de Paris aussi, ben, on peut éviter qu'ils fondent. On peut vraiment sauver une partie. Dans le monde, c'est une immense partie. Dans les Alpes, c'est une moyenne partie, on va dire. Mais quand même, on peut sauver, c'est fondamental. Donc ça, c'est la première chose. Mais on étudie aussi tous les nouveaux écosystèmes qui se développent là où les glaciers fondent. En fait, il y a beaucoup de lacs, de nouvelles rivières, des zones humides, des forêts, des pelouses alpines, des parois rocheuses, voilà, des accumulations de moraines en haute montagne, qui sont en fait des nouveaux habitats pour la biodiversité, qui sont très intéressants, qui sont des sanctuaires pour le vivant, un refuge pour. Voilà, et en fait, de montrer que. Donc, le vrai but d'Ice and Life, c'est de montrer que protéger ces zones, donc les glaciers et les écosystèmes qui leur succèdent, en faisant deux choses. Un, en atténuant le changement climatique. Donc, ça rejoint la COP qui est en ce moment, hein, par exemple, à Dubaï, là, ou à Abu Dhabi, je ne sais même plus où c'est, mais bref. Et deux, Dubaï, voilà. Et deux, protéger concrètement dans les territoires les glaciers. Ça veut dire les mettre dans des zones protégées ou alors via une législation particulière. Aujourd'hui, les glaciers sont un impensé total du droit en France. En fait, on va limiter les atteintes directes qu'il pourrait y avoir sur un glacier. Ça veut dire des pelleteuses qui détruisent tout, comme on a malheureusement vu il y a quelques semaines à Zermatt ou à la Grave. Et ça existe et ça va continuer. Donc, au moins, si on met la zone en protection forte, on n'a pas de pelleteuse. Ou dans d'autres régions du monde, c'est des compagnies minières hein, qui détruisent à l'explosif à la pelleteuse. Donc voilà. Et puis, on protège la nature qui est en train de naître aussi du retrait glaciaire. Donc, on préserve ces forêts primaires ou ces lacs en émergence. Et en fait, demain, c'est nos réservoirs, entre guillemets, de nature, d'eau douce. C'est les refuges pour la biodiversité. Et donc, en fait, associé à la fois un très haut degré d'atténuation et un très haut degré de protection locale, on essaie vraiment de montrer que c'est la meilleure chose qu'on peut faire aujourd'hui, nous, pour continuer à vivre dans des territoires où il y a de l'eau, où il y a de la fraîcheur, où il y a de la biodiversité qui permet de la pollinisation et qu'on vive très bien dans le territoire. Et puis, à nos enfants d'avoir voilà, des territoires qui sont vivables, durables, etc. Donc, on essaie de construire le récit, des arguments scientifiques, évidemment, le récit de stimuler les territoires, les acteurs publics, privés, citoyens, qui aient envie, si leurs glaciers ne sont pas déjà protégés par une réserve ou par un arrêté de protection d'habitat naturel, comme par exemple le cœur du Mont Blanc, qu'on accompagne ces territoires, qu'on essaie de les convaincre, qu'on les accompagne avec des arguments scientifiques pour dire mais regardez, il y a un beau coup à faire là, à la fois symbolique et de protéger ces zones, mais surtout est très effectif, très utile en fait, où là les gains, ils sont, si on ne privatise pas ces zones très vite, qui sont des zones publiques, hein, et si on bétonise pas ces zones très vite, qu'on les dégrade pas, qu'on met pas très vite des espèces exotiques envahissantes qui détruisent tout, voilà, si on les laisse en bonne santé écologique et dans la plus haute naturalité possible, bah, face aux enjeux sans précédent du climat, face aux enjeux de l'eau douce, de l'accès à l'eau et du fait d'avoir de l'eau tout le temps dans les territoires et aussi de l'effondrement du vivant, bah, préserver ces zones, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour nous et pour les générations futures. Alors, on le disait au début de cette interview que les choses mettent très longtemps à bouger, voire ne bougent pas beaucoup. Pourtant, le gouvernement, la semaine dernière, le gouvernement français a dévoilé la stratégie nationale biodiversité. Vous en êtes à l'origine de cette stratégie. En quoi ça consiste? Bon, moi, je ne suis pas du tout à l'origine de la stratégie. Je suis à l'origine de quelques éléments nouveaux qui ont été déployés, enfin, qui ont été proposés sur la haute montagne. En fait, c'est le plan cadre, en gros, national sur toutes les politiques nature et l'ambition nationale. Donc là, le nouveau plan cadre, donc ça s'appelle la stratégie nationale Biodiv 3, parce que c'est la troisième mouture, qui va couvrir de 2023 à 2030. On est un peu en retard, normalement ça aurait dû être 2020-2030, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment le ministère de la Transition écologique qui l'a développé en prenant des avis. Et moi, via notamment le CNPN, donc le Conseil national de la protection de la nature, on a pu donner des avis et dire ça, selon nous, vous allez dans le bon sens, ça, vous n'allez pas assez fort, et ça, selon nous, ça va dans le mauvais sens.
Alors, les avis sont plus ou moins suivis, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, on avait essayé pour la première fois, et ça a abouti, de mettre cette thématique des glaciers. Donc les glaciers et ces nouveaux écosystèmes qui leur succèdent, c'est un impensé total du droit en France. Il n'y a pas de législation dessus, il n'y a pas de considération. Et c'est aussi un grand impensé de la protection de la nature. Alors certes, il y a les parcs nationaux, certes, il y a quelques réserves naturelles où il y a la PHN, mais je pense que c'était pas vraiment pour les glaciers qu'on les a protégés. C'était plutôt des lieux de haute montagne à très haute naturalité. Il n'y avait pas du tout cette dimension sauver les glaciers, etc. Et donc, on a essayé de mettre sur la carte et de dire à l'État, au niveau international, mais aussi au niveau national, qu'il y a un vrai intérêt à placer sur les cartes des priorités de protection ces zones. C'est ce qu'on a publié dans Nature cet été, qu'il y a un vrai intérêt de gains cumulatifs, vraiment sur les grands enjeux, comme je disais, climat, eau, biodiversité, à protéger ces zones. Ça nous donne vraiment, ça maximise les solutions dans les territoires. Et donc là, c'est pas moi du tout, mais l'État a arbitré, donc le ministère et le président Macron aussi en ont parlé il n'y a pas longtemps. Ils ont arbitré à partir de ces discussions qu'on avait nous et de ces propositions. L'État a demandé via la stratégie nationale biodiversité que tous les glaciers français, les nouveaux écosystèmes qui leur succèdent, d'ici 2030, donc ça nous laisse 7 ans devant nous, là c'est demain, soient en protection forte. Ça veut dire que soit dans des aires protégées, type parc national, type préserve naturelle, type arrêté de protection d'habitat naturel ou de biotope, par exemple. Juste qu'il y ait une réglementation forte qui permette en fait de limiter les activités humaines à impact. Pas d'interdire toutes les activités humaines. Hein. On ne dit pas il faut sortir les alpinistes du Mont Blanc, il faut sortir les domaines skiables, etc. Non, il faut réfléchir aux activités durables et limiter celles qui ne sont pas durables, de manière à vraiment préserver au mieux ces écosystèmes et leur permettre de répondre au changement climatique de la meilleure manière. Et donc, le gros challenge des prochaines années, c'est d'accompagner constructivement les territoires sur de la protection forte. J'incite sur accompagner, déjà, c'est pas forcé, en tout cas pas moi, je n'ai aucun pouvoir dessus. Et nous, on est juste scientifiques ou porteurs de projets et on essaie d'accompagner, de stimuler, mais on ne veut pas et on ne peut pas forcer. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment, ça ne fonctionnera que si, dans les territoires, les habitants, les sociopros, les guides, par exemple, les alpinistes, les acteurs économiques, les acteurs politiques, eh ben, ils se saisissent du projet. Parce que si c'est mal perçu ou perçu comme une forme d'agression de gens qui habitent loin, qui leur disent qu'il faut protéger leur zone, ça ne marche pas. Par contre, si on crée un vrai projet de territoire où les citoyens, les enfants, les habitants, les sociopros, les acteurs économiques et politiques se saisissent ça devient un projet de fierté dans le territoire de protéger mieux nos glaciers et ces écosystèmes et de transmettre quelque chose de vivant, de fonctionnel et en bonne santé et qui nous donne plein de services écosystémiques pour les générations futures. Bah, ça, c'est génial. Donc nous, on va essayer là, à partir de 2024 d'accompagner les territoires qui auront envie de ça. D'essayer de convaincre ceux qui ont un peu moins envie, en tout cas de mettre les éléments sur la table et puis de discuter et de voir si on arrive à négocier, à convaincre. Et si on n'arrive pas, on n'arrivera pas. Hein. Voilà, mais c'est des enjeux qui dépassent des enjeux microéconomiques ou des enjeux micro-temporels, on pourrait dire. Hein. C'est pas une question, comme je disais, ça rejoint les points du début. Hein. La protection de la nature ou adresser la question climatique, c'est pas un sujet trivial, c'est pas un truc on décide ou on décide pas, on est d'accord, pas d'accord. C'est juste dans le temps long, sur l'histoire de Sapiens, donc de nos arrière-grands-parents jusqu'à nos petits-petits-enfants qui vont arriver après nous, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Est-ce qu'on a tout détruit en quelques dizaines d'années et on a rendu de manière irréversible nos territoires peu ou pas habitables? Ou est-ce qu'on a transféré quelque chose qui est... Ok, on sait que c'est grave, on sait qu'on n'a pas tout fait bien, mais comment maintenant on réagit collectivement, on co-construit la suite? On trouve les solutions, elles sont partout, elles ne sont pas du tout que chez les scientifiques, elles seront chez les écoliers, elles seront dans le monde professionnel, chez les ingénieurs, enfin, bref, chez tout le monde. Il y a tout le monde qui a apporté, chez les journalistes évidemment, pour nous accompagner dans ce récit, et il faut co-construire ça. Voilà la suite. Merci beaucoup Jean-Baptiste Bosson d'avoir été notre invité aujourd'hui sur Radio Mont Blanc. Avec plaisir.